Bonjour, bienvenue Ecorama, émission spéciale enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, 26e édition, encore cette année. Boursorama est partenaire de cet événement économique incontournable. Votre invité, Philippe Aghion, le prix Nobel d'économie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Quand j'écoute la Cour des comptes, je les cite, l'étouffement par la dette n'est pas un risque, c'est une réalité. Voilà ce que dit la Cour des comptes. On en est vraiment là aujourd'hui. Il y a une perte de contrôle de nos finances publiques ou pas? Écoutez, c'est le rôle de la Cour des comptes de dire ce genre de choses, d'accord? Elle est dans son rôle. Je ne suis pas en train de minimiser le problème de la dette. Je pense qu'il faut le prendre au sérieux et qu'il faut qu'on ait un budget qui soit tenu. Qu'est-ce que ça veut dire tenir notre budget? C'est s'assurer que notre dépense publique ne croît pas plus vite que notre PIB, notre produit intérieur brut. Voilà. Déjà, si on arrive à ça, eh bien, on tient. Voilà. Rarement dans l'histoire, on a réussi à ce que la dépense publique croisse moins vite que le PIB. C'est arrivé, mais une année ou deux par-ci, par-là. Là, il va falloir faire des efforts, mais il y a des choses qu'on peut faire. Voilà. Donc, on peut, par exemple, revenir en partie sur la taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation, de le faire de manière indirecte. On peut dire. Enfin, les Français, ils seront pas très contents. De toute façon, c'est toujours un peu douloureux. On peut dire que voilà, 20 milliards d'euros, hein. C'est 20 milliards d'euros. Je ne récupère pas 20 milliards, mais je peux en récupérer 4 ou 5 quand même. Vous voyez, oui, je peux réduire les dotations à certaines collectivités territoriales et leur laisser la possibilité de taxer localement. Ok. Donc je remets par la bande. Je ne dis pas je rétablis la taxe d'habitation, mais j'ai de la marge de ce côté-là. J'ai de la marge également. Voilà, il y a certaines. Je peux désindexer les retraites les plus élevées, par exemple. C'est quoi les plus élevées? Je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire au-delà d'un certain chiffre, mais je pense que les retraites les plus élevées, je ne vais pas dire. Je vais pas tomber dans le piège de donner un chiffre. Mais je peux peut-être désindexer temporairement. Voilà, je peux jouer sur certaines marges. Et il y a également des niches. Par exemple, du trade est une niche importante, mais il y a des gens qui l'utilisent de manière abusive. Peut-être que là, il y a des choses à faire. Les holdings patrimoniales, il y a des gens qui l'utilisent de manière abusive. Donc je pense que voilà, oui, il y a ce qu'on appelle la fraude. Il y a différents types de fraude, par exemple. Je crois qu'il y a de la marge de ce côté-là. Mais c'est quelques milliards d'euros, on n'est pas. C'est quelques milliards. Moi, j'arrive à 20. Moi, déjà, si j'arrive à 20 dans le court terme, je suis content. Si je peux dégager 20 milliards comme ça par des différentes choses, je suis content. Voilà. Des non-remplacements de fonctionnaires qui partent à la retraite. Je pense qu'il y a des endroits où il faut remplacer, des endroits où on n'a pas besoin de remplacer. Alors on remplace où et on remplace pas où? Non, alors ça il faut étudier. D'accord, mais je pense pas que c'est dans l'éducation que je vais les supprimer. Non. Par contre, il y a un certain nombre de fonctionnaires locaux que je peux me permettre de ne pas renouveler. Voilà, je peux les embaucher en CDI si j'ai besoin, mais pas en fonctionnaire. Voilà, il y a différents endroits. Donc on peut faire des économies facilement de 20-25 milliards. Alors ensuite, ça c'est la manière à court terme de maîtriser notre dépense. Il faut faire 100 milliards pour stabiliser des efforts budgétaires. Je ne pense pas qu'il faut faire 100 milliards en un an. Non, je pense faire 100 milliards sur 5 ans. Donc c'est 20 milliards par an. La deuxième chose, c'est que il y a des dispositifs fiscaux d'aide aux entreprises qu'il faut remettre à plat. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut les supprimer. Le crédit d'impôt recherche. Par exemple, le crédit d'impôt recherche. Je ne dis pas du tout de le supprimer, mais il y a peut-être certaines entreprises qui n'ont pas besoin d'autant de crédit d'impôt recherche. Voilà. C'est pas évident qu'elles font de l'innovation. Certaines entreprises, surtout qui ne sont pas dans le high-tech et dans l'innovation de rupture. Voilà. Mais je ne dis pas qu'il faut leur enlever. Mais je pense qu'on peut mettre à plat. Et il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre à plat. Voilà. Et donc ça, c'est à court terme. D'accord ? Ça, on peut le faire dans l'année. D'accord ? La deuxième chose, c'est que, on peut demander aussi aux plus fortunés peut-être de contribuer dans des fondations. Alors ça, c'est une idée qui a été émise par le Premier ministre hier, très importante. Vous avez débattu avec lui. Et on a débattu avec lui, je pense qu'une idée importante. Alors, est-ce qu'elle peut être mise déjà un peu en marche à court terme? Ça, c'est à voir. Vous voyez, mais c'est une idée créative. C'est-à-dire qu'il a dit, au-delà d'un certain seuil de richesse, on vous encourage très fortement à mettre dans des fondations d'intérêt public. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être déjà mis en œuvre un peu à court terme? Je ne sais pas. Donc ça, c'est à voir. Mais il y a des sources comme ça. À moyen terme, c'est le taux d'emploi qui est insuffisant. Nous avons trop peu, surtout pour les moins de 28 ans et les plus de 60 ans. Et là, il y a des dispositifs, par exemple, les allègements de charges. Ça prend du temps. Et ça, c'est pour ça que c'est plus de moyen terme. Ouais. Les allègements de charges, par exemple, sont trop concentrés au niveau du SMIC, ce qui crée des trappes à bas salaire.
Il y a et quasiment pas plus- assez ciblé sur les jeunes de Il y a moins de quasiment 28 plus ans. de cotisations aujourd'hui Voilà. sur les bas salaires. Voilà, donc je suis pour en fait avoir quelque chose où ça serait plutôt à 2 fois le SMIC ou 3 fois le SMIC que j'ai des allègements. Là, on est dans le mauvais système. C'était à une époque où notre coût du travail au niveau SMIC était très au-dessus de nos concurrents européens. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc il faut remettre à plat le système. Mais comment on le finance Comment on le finance, Non, ça mais là, ça veut dire que je réduis les allègements de charges. Ah, vous réduisez les allègements de charges sur les bas sur salaires. les bas salaires, oui. Ah. Et peut-être j'augmente un peu sur des salaires plus élevés. Vous voyez ce Avec que je le veux dire? risque que ça détruise de l'emploi peu qualifié. Non, parce que maintenant, on n'est plus dans la même situation qu'à l'époque où on avait mis ça en place. À l'époque où on avait mis ça en place, le coût du travail en France non qualifié était plus élevé qu'ailleurs. Maintenant, c'est plus le cas. Donc voilà, donc on remet à plat, on réexamine. Et puis, il faut le cibler davantage sur les moins de 28 ans. Donc ça, je vois qu'il y a un certain nombre de mesures qu'on peut prendre du côté de l'emploi. Et ensuite, il y a l'innovation. C'est-à-dire l'aide aux entreprises pour l'innovation. Mais il faut s'assurer que cette aide, elle va vraiment à l'innovation. On sait que, par exemple, France 2030, s'autofinance au bout de 3 ans. C'est intéressant. On fait, nous, notre évaluation France 2030. Ça marche. Alors, c'est quoi l'évaluation? C'est intéressant, ça. On C'est un plan à regarde le 54 surcroît milliards d'emplois et de revenus générés par France 2030. On compare des gens qui ont eu France 2030 à des gens qui ont pratiquement eu de France 2030 et qui sont juste à la limite. Et on prend en compte évidemment le fait que ceux qui ont eu France 2030 peut-être enlèvent à des gens qui ne l'ont pas eu. Mais même sous des hypothèses très conservatrices, le dispositif s'autofinance au bout de 3 ans. Donc, il faudra mettre plus d'argent sur France 2030. C'est-à-dire qu'en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a... Je ne suis pas en train de dire... Je suis en train de vous dire qu'il y a des dispositifs dont on sait que ça marche. France 2030, ça marche. Les laboratoires d'excellence, les LABEX, qui ont été créés dans l'année 2007-2008, les laboratoires d'excellence ont stimulé l'innovation de rupture dans les industries environnantes des laboratoires, des LABEX. Ça, il faut garder et développer. Par contre, le crédit impôt recherche, il faut qu'il soit peut-être mieux ciblé. Voilà. En tout cas, il faut mettre à plat. Je ne dis pas a priori faites ci, faites ça. Je dis mettez à plat. Et donc, il y a 3 leviers. Il y a le levier de l'éducation, évidemment. C'est-à-dire qu'on va avoir un dividende démographique. Il y a moins de jeunes. Ouais. On peut décider qu'on réduit les dépenses d'éducation. Moi, je pense que c'est une erreur. Il faut réduire le nombre d'élèves par classe dans tout le primaire et d'essayer d'améliorer nos performances éducatives. Parce que ça vous donne de la croissance à long terme. Et c'était démontré. Voilà. Et ça vous donne une croissance plus inclusive. Donc vous avez le levier de l'éducation, vous avez le levier à court terme de ce qu'on a discuté tout à l'heure, vous avez le levier de l'emploi et le levier des aides aux entreprises. Et c'est tous ces leviers-là qu'il faut mobiliser. Et évidemment, ça va créer de la croissance et cette croissance va vous réduire votre dette. Parce qu'évidemment, si vous générez de la croissance, à long terme, vous réduisez votre dette. Donc aux économistes qui disent pour réduire le déficit, il faut couper dans les dépenses publiques, baisser la dépense publique, c'est pas couper, augmenter les impôts. C'est la faire augmenter moins vite. Moins vite que le PIB. Voilà. C'est quand même pas la même chose. Je ne propose pas une grosse cure d'austérité. Ouais. Et je propose des efforts, c'est de l'effort, mais je veux que l'effort soit partagé. C'est très important. Et dans ce qu'a dit le Premier ministre hier, il y a l'idée, on embarque tout le monde. Et il y a l'idée dialogue social. À qui on demande des efforts, concrètement? À tous, à tout le monde. Il y a les retraités plus aisés, peut-être quand j'ai des index, on demande de l'effort. Le taux d'emploi, il y aura aussi repenser la réforme des retraites, j'en ai pas parlé. Il va falloir reprendre le chantier des retraites. C'est ce qu'a dit le président de la République. Voilà, il faudra le reprendre. Alors, est-ce qu'on va vers un système à points? On a beaucoup de candidats. Attendez, moi je m'occupe d'économie là. Alors, donc on peut faire le réforme à points sans âge pivot. Ça, on y était quasiment. Ou bien, vous remplacez l'âge obligatoire de départ par durée de cotisation et âge de référence avec une certaine décote si vous partez avant l'âge de référence. C'est plus flexible. Il y a une demande en France pour un système plus flexible. Donc on reprendra le chantier des retraites. Ouais, mais il faudra travailler plus longtemps. Les gens travailleront plus longtemps, mais c'est fait d'une manière moins guillotine, moins couperet que l'âge obligatoire, dont les Français ne veulent pas. Ils ne veulent pas de l'âge obligatoire à 64 ans. Voilà. Donc il faut contourner. Plus de liberté dans le système. Plus de liberté et de flexibilité dans le système. Et quand on propose de supprimer l'âge légal de départ? Je propose de remplacer l'âge obligatoire par un âge de référence au-dessous duquel il y aurait des décotes limitées et de regarder aussi la durée de cotisation. De façon que ceux qui ont commencé à travailler plus tôt, évidemment, on ne leur demande pas voilà, eux, ils peuvent partir au bout d'un certain nombre d'années. Une majorité de Français veut abroger toujours la réforme des retraites à 64 ans. Qu'est-ce qu'on leur dit? Ils rejettent la réforme des retraites à 64 ans obligatoire. Mais on fera autre chose. Mais il faudra travailler plus longtemps. On sera parce que c'est démographique. C'est une question de démographie, ça. Bien sûr, on travaillera plus longtemps. Donc sur l'emploi, ça fait partie aussi de la partie emploi, ça.
Je reviens sur l'innovation, Philippe Aghion. Oui. Le MEDEF suggère un coup de pouce fiscal pour les PME qui investissent dans l'intelligence artificielle. Oui, mais le MEDEF, il suggère toujours et il s'oppose toujours quand on veut cibler autrement. Vous voyez le problème du MEDEF ? Le MEDEF, il agit comme un syndicat. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour le MEDEF, mais le MEDEF, c'est la CGT des employeurs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un syndicat. Jamais ils diront on est prêt à échanger ça contre ça. Vous voyez le problème ? On l'a vu au moment du conclave. Vous voyez, il ne faut jamais toucher à rien. C'est-à-dire les acquis, c'est les acquis, et on veut plus. C'est jamais je suis prêt à enlever A pour avoir B. Donc je pense qu'il faudra que tout le monde, mais ça concerne également les syndicats d'employés, soient prêts à coopérer pour que nous arrivions à ce résultat. Cette année, on aura entre 0,5 et 0,7% de croissance. On peut vraiment espérer en France, d'ici quelques années, retrouver le seuil dont on a besoin de 1,5 voire 2% de croissance. Bien sûr, si on met en place les politiques dont on a parlé là, et notamment investir dans les centres de calcul et les centres de données, eh bien l'IA est une source de croissance formidable. Et à ceux qui voient ça comme une source de risque et de péril pour leur emploi ? Alors c'est là qu'il faut une vraie flexi-sécurité, comme les Danois. Au Danemark, quand tu perds ton emploi pendant 2 ans, tu as 90% de ton salaire, l'État te forme et t'aide à trouver un nouvel emploi. Il va falloir davantage s'inspirer de la flexi-sécurité danoise, également mettre en valeur les métiers manuels et permettre des passerelles entre les formations techniques et les formations plus générales, et puis mettre en valeur la polyvalence, encourager les entreprises qui permettent à leurs employés d'être polyvalents. Voilà. Et ça, donc, évidemment, l'emploi résiste mieux. Et qui mettent en valeur ce qu'on appelle les soft skills en anglais. C'est-à-dire le fait aussi d'être capable d'interagir avec les autres, de prendre des initiatives. C'est tout ça qu'il va falloir mettre en place. Et mettre en place aussi, pourquoi pas, le rapport Draghi. 30 tout ça, c'est dans l'agenda Draghi. 30% si je fais ça, des recommandations du rapport Draghi, rendu en septembre 2024, sur la compétitivité, ont été mises en œuvre sur les 560 et quelques mesures proposées. Oui. C'est le calendrier aujourd'hui que souhaitait l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que l'Europe avance quand même si on lui reproche? Il y a des avancées, mais elles sont lentes. Alors, on parle du 28e régime, c'est-à-dire de dire, voilà, des entreprises high-tech, tu vois, elles ne seraient pas obligées, tu vois, de s'astreindre aux différents pays. Tu sais, à chaque pays, il y a ses réglementations. Des entreprises high-tech, elles auraient un régime unique, d'où qu'elles viennent. Bon, c'est ce qu'on appelle le 28e régime. Ça, c'est une bonne idée, il faut la pousser, elle n'est pas encore vraiment mise en œuvre. Et puis, je pense qu'il y aura des initiatives de coalition de volontaires pour créer des DARPA, des instruments pour faire de la politique industrielle. Pour expliquer le DARPA, c'est le ministère... Defense Advanced Project Agency, c'était la manière américaine de faire de la politique de défense. C'est de la commande. C'est de la commande publique. Mais l'idée, c'est de dire, j'ai des priorités, j'ai des missions publiques. Mais l'Europe nous permet de le faire. Et je laisse un chef d'équipe approcher des laboratoires et des entreprises privées concurrentes pour réaliser cet objectif. Donc c'est un mélange de... Il y a de la concurrence dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, les vaccins, les vaccins ARN messagers, c'était de la commande publique aux États-Unis, mais avec des laboratoires concurrents. Donc c'est une manière pro-concurrence de faire de la politique industrielle. Et nous, en Europe, le gros problème, c'est qu'au nom de la politique de concurrence, on a entravé la politique industrielle. Philippe, année présidentielle arrive à grands pas. Vous interviendrez dans le débat économique quand vous entendrez des propositions de candidats qui sont farfelus. Oui, alors j'interviendrai. Enfin, à ce moment-là, on a fait une interview dans l'Express avec Alexandra Roulet et Xavier Jaravel, et où on a déjà mis en avant des propositions, un peu celles que je vous ai dites aujourd'hui. On sera amené, moi et mes collègues, à intervenir, mais comme économistes. Bien sûr. Voilà. Et puis après, les gens font se forment une opinion. Mais je ne vais pas moi vous dire demain, bien que je dois vous dire que j'étais très séduit par l'intervention du Premier ministre hier. Sébastien Lecornu, pourquoi? Parce qu'il donne une vision. Tout d'un coup, j'ai vu un nouveau De Gaulle, quoi. J'ai vu quelqu'un qui vous dit, voilà, il y a des difficultés, mais c'est des défis. Et notre souveraineté, on va la rétablir. Le patriotisme, la souveraineté, mais en même temps le dialogue social, mais en même temps les sacrifices partagés, mais en même temps il faut que ceux qui ont plus contribuent plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un bon gaullisme social, j'ai vu. C'est-à-dire, mais voilà, il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Nous allons vous protéger et je veux embarquer tout le monde. L'idée, j'embarque tout le monde. Voilà, ça c'était son expression. J'embarque tout le monde dans la modernité. Il faut évidemment embrasser la révolution de l'IA,
embrasser donc On n'est pas en retard la sur l'IA. modernité. À part Mistral AI. Il y a Mistral IA, mais il faut faire un plus, puisqu'on n'a pas assez de centres de calcul. On peut faire beaucoup plus en France. Mais c'est pas. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. Comment on fait? Eh ben, il faudra une DARPA IA. Voilà. Et donc les moyens pour la financer. De la commande publique. Il faudra de la commande publique en partie, et puis après du co-investissement public-privé. Et demander aux grands groupes français aussi de passer par des solutions françaises, de fondation. souveraines. Je pense d'abord qu'on a beaucoup d'épargne en France, et beaucoup de cette épargne, et en Europe, elle est trop investie aux États-Unis. Il faudra donner et ça il en a parlé, le Premier ministre hier, il faudra donner des incitants fiscaux pour qu'elle soit investie davantage en Europe et en France en particulier. Si on fait un résumé de ce qu'on s'est dit là, Philippe, sur les urgences pour la France, c'est de continuer à investir dans l'avenir. C'est de continuer à investir dans l'avenir, c'est de mettre les bouchées doubles sur l'IA. On n'investit pas assez dans l'avenir aujourd'hui. Il faut investir davantage dans l'innovation de rupture, les LABEX, France 2030, pousser l'IA. Il faut investir davantage des dispositifs d'aide aux entreprises, davantage ciblés sur l'innovation de rupture high-tech. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, augmenter notre taux d'emploi, mobiliser davantage notre épargne. Les seniors. Les jeunes et les seniors, mobiliser notre épargne davantage, tirer parti du fait qu'on a une énergie. On ne peut pas forcer les Français qui aiment le livret A et l'assurance vie garantie à investir leur argent. Si, parce qu'on pourra regarder où l'argent est investi. Si vous êtes ici dans des projets européens, vous aurez des traitements préférentiels. Ok. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est des mesures de souveraineté, patriotisme, effort partagé. Voilà. Et on embarque la France parce que c'est surtout de dire la France est un grand pays. On a des talents formidables. On a cette énergie bon marché. On porte des valeurs, démocratie, liberté, modèle social qu'on va améliorer, mais qui est un merveilleux modèle social. On porte des choses très fortes. Voilà. Et on a vocation à être le pilier de cette Europe qui va se relever. Les Canadiens sont prêts à nous rejoindre. Marc Carnel a dit à Davos, il a redit à Erevan. Tous les regards sont tournés vers la France. Et qu'est-ce que la France va faire pour être le pilier de cette Europe qui se relève? Et on veut qu'elle se relève parce qu'elle porte ces valeurs que les États-Unis ne portent plus. Allez, merci pour cet entretien avec vous, Philippe Aghion, le prix Nobel d'économie, invité donc d'Ecorama, enregistré depuis les 26e éditions des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci à vous. Merci.